Marc Bloch est né le 6 juillet 1886 à Lyon, où son père Gustave Bloch occupait à la faculté des lettres une chaire d'histoire et d'antiquité gréco-romaine. Après des études secondaires à Paris, au lycée Louis-le-Grand, il entre à l'école normale supérieure en 1904. En 1908, il est reçu à l'agrégation d'histoire. De 1912 à 1914, il est professeur d'histoire et de géographie au lycée de Montpellier puis d'Amiens. En 1919, il est nommé chargé de cours d'histoire du Moyen-Âge, à 33 ans donc, à la faculté de Strasbourg. En 1920, paraît sa thèse de doctorat d'État, Roi et serfs, un chapitre d'histoire capétienne. En 1936, il est nommé maître de conférences d'histoire économique à la Sorbonne et professeur en chaire un an plus tard. En 1940, il y a les décrets contre les Juifs, il est lui-même, et il va obtenir d'être affecté à l'université de Montpellier, malgré l'hostilité du doyen de la faculté des lettres de cette université, qui ne fait guère mystère de ses sentiments antisémites. En 1943, il entre complètement dans la vie clandestine, dans le mouvement franc-tireur, et rejoint Lyon. Il est membre du directoire régional des mouvements unis de la résistance, où il représente franc-tireur. Sous le pseudonyme de Chevreuse, puis d'Arpajon et Narbonne, il constitue les comités de la libération de la région et met en place le dispositif de l'insurrection pour les 10 départements qui dépendent de Lyon. Le 8 mars 1944, il est arrêté et torturé par la Gestapo. Il est ramené dans le coma à la prison de Montluc. Le 16 juin 1944, on le fait monter dans un camion avec d'autres détenus, dont un jeune garçon de 17 ans qui pleure. Marc Bloch le réconforte. « Ils vont nous fusiller, lui dit-il, n'aie pas peur, et ils ne nous feront pas mal. Cela ira vite. » Marc Bloch est fusillé le premier. En tombant, il crie « Vive la France !» Marc Bloch a aidé la discipline historique en France à se renouveler en profondeur, grâce notamment à l'ouverture aux phénomènes de mentalité, d'anthropologie, de société, d'économie et à leur temporalité propre et décalée. Il est l'auteur des Rois thaumaturges, 1924, des caractères originaux de l'histoire rurale française, 1931, de la société féodale, 1939-1940, et d'Apologie pour l'histoire ou métier d'historien, publication posthume en 1949. L'étrange défaite a été rédigée de juillet à septembre 1940. Destiné à n'être publié que dans une France libérée de l'occupant, l'ouvrage parut en 1946, par les soins du mouvement franc-tireur. Je vais vous lire maintenant un texte que j'intitule « Pour une révolution de l'enseignement après la victoire » et qui date de 1940. Il a été publié dans les cahiers politiques. Sur cette question d'une importance primordiale que le Comité général d'études de la résistance a inscrit au programme de ses travaux, les cahiers politiques publieront une série de notes et de rapports en laissant la responsabilité à leurs auteurs. Voici donc les notes pour une révolution de l'enseignement de Marc Bloch. Tout malheur national appelle d'abord un examen de conscience, puis, car l'examen de conscience n'est qu'une délectation morose s'il n'aboutit à un effort vers le mieux, l'établissement d'un plan de rénovation. Quand, après la victoire prochaine, nous nous retrouverons entre Français sur une terre rendue à la liberté, le grand devoir sera de refaire une France neuve. Or, de temps de reconstruction indispensable, celle de notre système pédagogique ne sera pas la moins urgente. Qu'il s'agisse de stratégie, de pratiques administratives ou simplement de résistance morale, notre effondrement a été avant tout, chez nos dirigeants, et, pourquoi ne pas avoir le courage de l'avouer,
dans toute une partie de notre peuple une défaite à la fois de l'intelligence et du caractère. C'est dire que, parmi ces causes profondes, les insuffisances de la formation que notre société donnait à ces jeunes ont figuré au premier rang. Pour redresser ces vices, une réforme timide serait vaine. On ne refait pas un pays son éducation en rapetassant de vieilles routines. C'est une révolution qui s'impose. Nous ne laissons pas troubler par le discrédit qu'un régime odieux réussirait, si l'on y prenait garde, à jeter sur ce mot qu'il a choisi pour camouflage. En matière d'enseignement, comme partout, la prétendue révolution nationale a perpétuellement oscillé entre le retour aux routines les plus désuètes et l'imitation servile de systèmes étrangers au génie de notre peuple. La révolution que nous voulons saura rester fidèle aux plus authentiques traditions de notre civilisation. Et elle sera une révolution parce qu'elle fera du neuf. Ne nous y trompons pas. La tâche sera rude. Elle n'ira pas sans déchirement. Il sera toujours difficile de persuader des maîtres que les méthodes qu'ils ont longuement et consciencieusement pratiquées n'étaient peut-être pas les meilleures. À des hommes mûrs que leurs enfants gagneront à être élevés autrement qu'eux-mêmes ne l'ont été. Aux anciens élèves de grandes écoles que ces établissements parés de tous les prestiges du souvenir et la camaraderie doivent être supprimés. Là, comme ailleurs, cependant, l'avenir, n'en doutons pas, appartiendra aux hardis. Et pour tous les hommes qui ont charge de l'enseignement, le pire danger résiderait dans une molle complaisance envers les institutions dont ils se sont fait peu à peu une commode demeure. De cette révolution nécessaire, on ne saurait prétendre discuter en quelques pages le programme. Le tracé précis viendra, s'il y a lieu, plus tard et par collaboration. On se bornera pour l'instant à quelques principes directeurs. Une condition préliminaire s'impose, à ce point impérieuse que, si elle manque à être remplie, rien de sérieux ne se fera. Il importe que, pour l'éducation de ces jeunes, comme pour le développement permanent de la culture dans l'ensemble de ses citoyens, la France de demain sache dépenser incomparablement plus qu'elle ne s'y est résignée jusqu'ici. 2 épisodes ont, à cet égard, brutalement caractérisé, avant-guerre, l'attitude des éléments mêmes que la défaite devait hisser au pouvoir et que la victoire en précipitera bientôt. Lorsque, ministre de la Prospérité, André Tardieu établit un vaste plan d'outillage national, il commença par proscrire purement et simplement de cet équipement d'une France heureuse tout armement scientifique. Plus tard, si je ne me trompe, un repentir de la dernière heure fit inscrire au budget quelques crédits pour les laboratoires. Car, après tout, l'Archwehrindustrie ne peut ignorer absolument que les techniciens servent à quelque chose. Les bibliothèques, par contre, continuèrent d'être oubliées. Des réalistes ont-ils à se soucier des livres? Et surtout, quel besoin les Français, trop pauvres pour acheter eux-mêmes des livres, auraient-ils de lire? Lorsque, ministre de la Grande Pénitence, Pierre Laval, désireux avant tout d'atteindre par ricochet les salaires, eut décidé de pratiquer dans les dépenses de la République quelques coupes sombres, on vit, seul entre tous les gouvernements civilisés, le gouvernement français étendre cette épargne aux œuvres de l'intelligence. Ce qui nous a toujours frappé chez nos gouvernants, me disait naguère un ami norvégien, c'est le peu d'intérêt qu'ils portent aux choses de l'esprit. Le mot était dur. On voudrait qu'il cessât à jamais d'être mérité. Il nous faudra donc des ressources nouvelles. Pour nos laboratoires, pour nos bibliothèques peut-être plus encore, car elles ont été jusqu'ici les grandes victimes. Bibliothèques savantes, bibliothèques dites populaires aussi, dont le misérable état, comparé à ce que nous offrent l'Angleterre, l'Amérique, l'Allemagne même, est une des pires hontes de notre pays, qui a pu sans mélancolie feuilleter le catalogue d'une bibliothèque de grande ville pour ne pas parler des petites et y mesurer l'amenuisement progressif des achats,
la décadence depuis une 50aine d'années. La bourgeoisie dite éclairée ne lit plus guère. Et ceux qui, issus de milieux moins aisés, ne demanderaient qu'à lire, les livres ne viennent pas les solliciter. Pour nos entreprises de recherche, pour nos universités, nos lycées, nos écoles où il convient que pénètrent l'hygiène et la joie, la jeunesse a le droit de ne plus être confinée entre des murs lépreux, dans l'obscurité de sordides in pace. Il nous en faudra aussi, disons-le sans fausse honte, pour assurer à nos maîtres, de tous les degrés, une existence non pas luxueuse, certes, ce n'est pas une France de luxe que nous rêvons, mais suffisamment dégagée des menues angoisses matérielles, suffisamment protégée contre la nécessité de gagne-pain accessoires, pour que ces hommes puissent apporter à leur tâche d'enseignement ou d'enquête scientifique une âme entièrement libre et un esprit qui n'aura pas cessé de se rafraîchir aux sources vives de l'art ou de la science. Mais ces indispensables sacrifices seraient vains s'ils ne s'adressaient à un enseignement tout rajeuni. Un mot, un affreux mot, résume une des tares les plus pernicieuses de notre système actuel, celui de bachotage. C'est certainement dans l'enseignement primaire que le poison a pénétré le moins avant, sans l'avoir, je le crains, tout à fait épargné. L'enseignement secondaire, celui des universités et les grandes écoles, en sont tout infectés. Bachotage, autrement dit hantise de l'examen du classement. Pis encore, ce qui devait être simplement réactif, destiné à éprouver la valeur de l'éducation, devient une fin en soi, vers laquelle s'oriente, dorénavant, l'éducation tout entière. On n'invite plus les enfants, les étudiants à acquérir les connaissances dont l'examen permettra, tant bien que mal, d'apprécier la solidité. C'est à se préparer à l'examen qu'on les convie. Ainsi, un chien savant n'est pas un chien qui sait beaucoup de choses, mais qui a été dressé à donner, par quelques exercices choisis d'avance, l'illusion du savoir. Vous serez certainement agrégé l'année prochaine, disait naïvement un juge d'agrégation à un de mes étudiants. Cette année, vous n'êtes pas encore suffisamment formé au concours. Durant les 20 dernières années, le mal a fait d'épouvantables ravages. Nos étudiants de licence trébuchent désormais de certificat en certificat. Depuis la Révolution nationale, on n'entre plus au barreau sans un examen supplémentaire. Des lycées ont organisé, interrompant pour cela la suite régulière des études, un pré-baccalauréat. Dans les librairies médicales de Paris se vendent toutes faites des questions d'internat qu'il n'y a qu'à apprendre par cœur. Certaines institutions privées ont découpé les programmes sujet par sujet et se vendent d'un sélectionnement si juste que la plupart de leurs candidats ne tombent jamais que sur des questions ainsi traitées et corrigées. Du haut en bas de l'échelle, l'attraction des examens futurs exerce son effet. Au grand détriment de leur instruction, parfois de leur santé, d'innombrables enfants suivent trop jeunes des classes conçues originairement pour de plus vieux, parce qu'il faut éviter à tout prix le retard éventuel qui les amènerait plus tard à se heurter aux limites d'âge de telle ou telle grande école. Tous nos programmes scientifiques d'enseignement secondaire, me disait un physicien, sont conçus en vue de celui de Polytechnique. Et dans les lycées ou collèges, les perpétuelles compositions entretiennent moins encore l'émulation, d'ailleurs mal comprise, que l'aptitude au travail hâtif, dont on verra plus tard nos misérables adolescents subir les affres en pleine calicule dans des salles surchauffées. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'insister sur les inconvénients intellectuels d'une pareille manie examinatoire, mais ses conséquences morales les a-t-on toujours assez clairement vues? La crainte de toute initiative, chez les maîtres comme chez les élèves, la négation de toute libre curiosité, le culte du succès substitué au goût de la connaissance, une sorte de tremblement perpétuel et de hargne, là où devrait au contraire régner la libre joie d'apprendre.
la foi dans la chance, car ces examens, quelle que puisse être la conscience des examinateurs, demeurent par nature hasardeux. Qu'on veut bien se souvenir de la curieuse et terrible enquête de Piron et Laugier, si savamment étouffée par les chefs de l'université, d'un correcteur à l'autre, voire entre les mains d'un même correcteur, d'un jour à l'autre, elle a révélé les plus inquiétantes variations dans les notes. Enfin, mal encore infiniment plus grave, la foi dans la fraude. Car on copie dans nos classes, au jour des compositions, on copie dans nos salles d'examen, on copie beaucoup plus fréquemment et avec beaucoup plus de succès que les autorités ne veulent officiellement l'avouer. Certes, je le sais, il subsiste, Dieu merci, des âmes probes. Je consens même qu'elles soient nombreuses. Elles y ont du mérite. Faut-il que tu aies bien copié? Ainsi, un élève de ma connaissance, qui venait d'être premier et l'avait été honnêtement, s'entendait interpellé sur un ton d'atroce admiration par un de ses camarades. Est-ce que dans cette atmosphère, qu'on forme une jeunesse? J'ai dit que je ne pouvais présenter ici un programme détaillé de réforme. Il sera délicat à établir. Certaines condamnations à mort s'imposent. Qui croit encore au baccalauréat, à la valeur de choix, à l'efficacité intellectuelle de cette aléatoire forcerie? Bien entendu, divers procédés de sélection demeureront cependant nécessaires, mais plus rationnellement conçus et en nombre désormais suffisamment restreint pour que la vie de l'écolier ou de l'étudiant cesse d'être enfermée dans une obsédante répétition d'épreuves. Je me contenterai pour l'instant d'une suggestion très simple et d'application dès l'abord aisée. J'ai, comme tous mes collègues, corrigé des copies, interrogé des candidats. Comme tous, je me reconnais sujet à l'erreur. M'arrive-t-il cependant de confondre une très bonne épreuve avec une très mauvaise, ou même avec une épreuve moyenne? Assez rarement, je pense, mais lorsque je vois un examinateur décider que telle ou telle copie d'histoire, par exemple, ou de philosophie, ou même de mathématiques, cotée sur 20 vaut 13 1/4, et telle autre 13 1/2. Je ne puis, en toute déférence, m'empêcher de crier à la mauvaise plaisanterie. De quelle balance de précision l'homme dispose-t-il, donc, qui lui permet de mesurer avec une approximation de 1,2% la valeur d'un exposé historique ou d'une discussion mathématique? Nous demandons instamment que, selon l'exemple de plusieurs pays étrangers, l'échelle des notes soit uniformément et impérieusement ramenée à 5 grandes catégories. 1 ou très mauvais, 2 ou mauvais, 3 qui sera passable, 4 qui voudra dire bien, 5 qui voudra dire très bien. Non parfait qu'interdit l'infirmité humaine. Cela du moins partout où les ex-aequo sont sans inconvénient. Il faudra faire étudier à un mathématicien le problème des concours à place limitée. Mais là encore, il doit être possible de se garder de raffinements trop poussés, dont l'absurdité ne nous échappe que par suite d'une trop longue accoutumance. Tout vaut mieux qu'une sottise qui se prolonge dans l'injustice. Mais l'abus des examens n'est peut-être, à son tour, qu'un des signes de déformation plus profonde. Là encore, je parlerai peu de l'école primaire, autant que je la connaisse, car j'ai, avec elle, je l'avoue, moins de familiarité qu'avec le lycée et l'université, elle n'est pas sans défaut. Elle me paraît, cependant, beaucoup moins mal adaptée à ses fins que ne le seront, pour leur part, les établissements des 2 autres degrés. Les erreurs des enseignements secondaires et supérieurs sont patentes. Elles peuvent s'exprimer brièvement comme il suit. L'enseignement supérieur a été dévoré par les écoles spéciales de type napoléonien. Les facultés mêmes ne méritent guère d'autre nom que celui-là. Qu'est-ce qu'une faculté des lettres sinon, avant tout, une usine à fabriquer des professeurs, comme Polytechnique une usine à fabriquer des ingénieurs ou des artilleurs? D'où 2 résultats également déplorables. Le premier est que nous préparons mal à la recherche scientifique, que par suite cette recherche chez nous périclite. Interrogez à ce sujet un médecin, par exemple, ou un historien. S'ils sont sincères, leur réponse
ne différeront guère. Par là, soit dit en passant, notre rayonnement international a été gravement atteint. En beaucoup de matières, les étudiants étrangers ont cessé de venir chez nous, parce que nos universités ne leur offrent plus qu'une préparation à des examens professionnels sans intérêt pour eux. D'autre part, à nos groupes dirigeants, trop tôt spécialisés, nous ne donnons pas la culture générale élevée, faute de laquelle tout homme d'action ne sera jamais qu'un contre-maître. Nous formons des chefs d'entreprise qui, bons techniciens, je veux le croire, sont sans connaissance réelle des problèmes humains. Des politiques qui ignorent le monde, des administrateurs qui ont l'horreur du neuf. À aucun nous n'apprenons le sens critique, auquel seul, car ici se rejoignent les deux conséquences à l'instant signalées, le spectacle et l'usage de la libre recherche pourraient dresser les cerveaux. Enfin, nous créons, volontairement, de petites sociétés fermées où se développe l'esprit de corps, qui ne favorise ni la largeur d'esprit ni l'esprit du citoyen. Le remède? Une fois de plus, il faut, dans ce premier schéma, renoncer aux détails. Disons seulement, en 2 mots, que nous demandons la reconstitution de vraies universités, divisées désormais non en rigides facultés qui se prennent pour des patries, mais en souples groupements de disciplines, puis, concurremment avec cette grande réforme, l'abolition des écoles spéciales. À leur place, quelques instituts d'application technique permettant la préparation dernière à certaines carrières, après toutefois un passage obligatoire dans les universités. Pour achever la formation particulière d'une certaine catégorie d'ingénieurs, l'école des ponts et chaussées, par exemple, est indispensable. À faire d'université, la préparation scientifique générale n'a pas de raison d'être donnée dans une école entre cloisons étanches, comme Polytechnique. Aussi bien 2 exemples qu'on empruntera impartialement à nos 2 moments opposés de notre histoire politique feront sans doute saisir, mieux que de longs discours, la routine avec laquelle on voudrait rompre et l'orientation nouvelle qu'on voudrait adopter. Nous avons vu naguère le Front populaire se proposer de briser le quasi-monopole des sciences politiques comme pépinière de notre haute administration. Politiquement, l'idée était saine. Un régime a toujours le droit de ne pas recruter ses serviteurs dans un milieu dont les traditions lui sont presque unanimement hostiles. Mais qu'imaginèrent alors les hommes au gouvernement? Ils auraient pu songer à instituer un grand concours d'administration civile, analogue à l'admirable concours du Civil Service britannique. Comme lui, commun à toutes les branches de l'administration, comme lui, fondé avant tout sur des épreuves de culture générale et laissant, grâce à un libre jeu d'options, une grande part aux curiosités individuelles. Comme lui, enfin, préparé dans des universités d'esprit élargi. Ils préférèrent tracer le plan d'une nouvelle école spéciale, une autre école des sciences politiques, encore un peu mieux close que sa rivale. Le régime de Vichy a supprimé les écoles normales. Mesure principalement politique, sans aucun doute. Nul ne saurait se laisser tromper par les absurdes griefs qui lui servirent de masque. Aux instituteurs, les écoles normales donnaient, elles leur donneront sans doute de nouveau, une instruction générale et une formation technique également solide. On accordera cependant qu'au sortir de ces établissements, forcément un peu repliés sur eux-mêmes et de programmes nécessairement rigides, il ne serait sans doute pas, pour de jeunes esprits, inutile de prendre contact avec des milieux d'étudiants plus variés, de même qu'avec des formes d'enseignement plus critiques et plus souples. Remplacer l'école normale par un passage dans des lycées, comme l'a voulu Vichy, est un non-sens. Les futurs maîtres y apprennent moins bien ce qu'on leur enseignait mieux dans l'ancienne école. Mais je les verrai volontiers, pour ma part, une fois les écoles normales rétablies, achever leur cycle d'études par un an de travail très libre dans les universités. Depuis quelques décades, l'enseignement secondaire est en perpétuel remaniement. Sans doute, les grotesques incohérences des 3 dernières années ne dénoncent-elles rien d'autre que l'incapacité foncière du régime à rien créer ni coordonner.
Mais le déséquilibre est plus ancien. Il répond à des causes profondes. L'ancien système humaniste a vécu. Il n'a pas été remplacé. D'où un malaise aigu qui se traduit de bien des façons. Il y a toujours eu de mauvais élèves qui devenaient plus tard des hommes instruits et cultivés. Je ne crois pas me tromper en disant que le cas a de nos jours tout à fait cessé d'être exceptionnel. Alors qu'inversement, beaucoup de prétendus bons élèves n'ouvriront plus jamais un livre. À la vérité, en ont-ils jamais vraiment ouvert durant leur classe d'autres que leurs morceaux choisis? Aussi bien, la désaffection qui enveloppe l'enseignement chez les jeunes n'est pas niable. Je suis un assez vieil homme pour m'en souvenir. Il y a une quarantaine d'années, on allait au lycée avec plus de plaisir, on le quittait avec moins de joie. Le succès du mouvement éclaireur s'explique par bien des raisons. Dans le nombre figure, soyons-en sûrs, au premier rang, l'échec de l'éducation officielle. Au milieu de sa meute ou de sa patrouille, l'enfant trouve ce que lui apporte de moins en moins le lycée ou le collège. Meilleur esprit d'équipe, des chefs plus près de lui, des centres d'intérêt mieux faits pour séduire et fixer la spontanéité d'une fraîche intelligence. Plutôt que de développer ces critiques, il vaudra mieux sans doute indiquer sommairement ce que nous souhaitons. Nous demandons un enseignement secondaire très largement ouvert. Son rôle est de former des élites, sans exception d'origine ou de fortune. Du moment donc qu'il doit cesser d'être ou de revenir un enseignement de classe, une sélection s'imposera. Un examen d'entrée demeurera probablement nécessaire. Il le faudra très simple et adapté à l'enfance. Un test d'intelligence plutôt qu'une épreuve de connaissance ou de perrocotage. Des examens de passage subsisteront, mais non d'année en année. C'est méconnaître toute la psychologie de la croissance, disons mieux, c'est nier sa physiologie, que de prétendre juger un enfant ou un adolescent sur le travail d'une dizaine de mois. Quels mois parfois dans son développement. Nous demandons une discipline plus accueillante, dans des classes moins nombreuses, une discipline exercée par des maîtres et des administrateurs auxquels auront été enseignés au moins les grands principes de cette psychophysiologie dont je rappelais tout à l'heure l'existence. Que les instituteurs apprennent qu'un professeur d'enseignement secondaire a actuellement le droit, il ne s'en prive pas toujours, d'ignorer radicalement. Au lieu de chercher à plier l'enfant à un régime implacablement uniforme, on s'attachera à cultiver ses goûts, voire ses marottes. Il y avait une grande fécondité dans l'idée des loisirs dirigés que, sous le nom d'éducation nationale, Vichy s'est annexé en la déformant. Il conviendra de la reprendre à l'aide d'un personnel jeune. L'éducation physique aura sa large part. Étrangère à tout excès ridicule, à toute admiration béate ou malsaine, pour un athlétisme d'exception, elle sera simplement ce qu'elle doit être, un moyen de fortifier le corps, donc le cerveau, un appel à l'esprit d'équipe et de loyauté. Nous demandons une très souple liberté d'option dans les matières d'enseignement. Liberté désormais d'autant plus aisée que la suppression du carcan des examens doit permettre une grande variété d'initiatives. Se rend-on bien compte que, par la faute du baccalauréat, la France est actuellement un des rares pays où toute l'expérimentation pédagogique, toute nouveauté qui ne s'élève pas immédiatement à l'universel se trouve pratiquement interdite. Le latin universellement obligatoire est une absurdité. De même, l'uniformité d'un programme mathématique trop poussé auquel certains esprits qu'il faut peut-être plaindre, mais non condamner, se révèlent par nature rebelles. Nous ne proposons d'ailleurs nullement de rejeter la tradition humaniste. Sous préjudice, cela va de soi des langues vivantes. Le latin continuera d'être enseigné.
Sa connaissance est indispensable à toute discipline de caractère historique. Elle ouvre l'accès d'une littérature dont les résonances sont loin d'être éteintes. Surtout, l'apprentissage d'une langue de caractère synthétique est, pour l'intelligence, une gymnastique à peu près irremplaçable. Mais pour que cette étude porte ses fruits, il faut qu'elle soit sérieuse, partant qu'un nombre d'heures suffisant lui soit consacré. Plutôt qu'un latin maladroitement annonné, comme on le voit trop souvent aujourd'hui, mieux vaudrait pas de latin du tout. Avant toute chose, il faut dans l'éducation fuir l'à peu près. C'est pourquoi, malgré l'admirable valeur esthétique et intellectuelle du grec, je crains fort qu'il ne puisse être maintenu, sinon par exception. Une once de latin, quelques grains de grec, je préfère bon poids du premier. Au reste, on n'aura pas la fausse vergogne des traductions. Aucun élève ne devrait sortir du lycée sans avoir pris contact avec les grandes œuvres antiques. Il est 100 fois préférable d'avoir lu en traduction l'Odyssée ou l'Orestie tout entière que de s'être contenté d'en expliquer péniblement dans le texte 2 ou 3 douzaines de vers. Un magistrat du XVIIIe siècle raconte Tallemant des Réaux, comme son fils, élève chez les jésuites, lui demandait de lui faire parvenir une légende dorée, lui envoya à la place le Plutarque d'Amyot. « Mon fils, lui écrivait-il, voilà la vie des saints, telle que la lisent les honnêtes gens. » Je laisse à ce parlementaire son jugement sur la géographie. Qui ne souscrirait à celui qu'il portait sur les lettres grecques, même connues, comme chez Amyot, à travers un vêtement français? Nous demandons que l'éducation scientifique que nous souhaitons étendue et profonde laisse résolument tomber ce qui n'est que matière d'apprentissage technique. L'enseignement secondaire a pour objet de former des esprits, non par avance des ingénieurs, des chimistes ou des arpenteurs. Ceux-là trouveront plus tard et ailleurs les écoles qu'il leur faut. Nous voudrions que, surtout jusqu'à 14 ou 15 ans, une place beaucoup plus grande que par le passé fut faite aux disciplines d'observation, parmi lesquelles la botanique pratiquée sur le terrain semble appelée à tenir un rôle prééminent. Nous prions les mathématiciens de se souvenir que l'enseignement secondaire, la géométrie par exemple, a sa place beaucoup moins comme accumulation de connaissances, dont un grand nombre par la suite deviendront inutiles au commun des élèves, que comme un merveilleux instrument à aiguiser le raisonnement. Nous pensons que des allègements sérieux peuvent être apportés à des programmes comme celui de la chimie, où la masse des faits est excessive. Nous demandons que par un enseignement historique et géographique largement conçu, j'ajouterai volontiers, pour l'histoire au moins totalement refondue, on s'attache à donner à nos jeunes une image véridique et compréhensive du monde. Gardons-nous de réduire l'histoire, comme on a eu tendance à le faire ces dernières années, aux événements purement politiques d'une Europe, dans le temps tout proche de nous. Le passé lointain inspire le sens et le respect des différences entre les hommes, en même temps qu'il affine la sensibilité et la poésie des destinées humaines. Dans le présent même, il importe bien davantage à un futur citoyen français de se faire une juste image des civilisations de l'Inde ou de la Chine que de connaître sur le bout du doigt la suite des mesures par où l'empire autoritaire se mua, dit-on, en empire libéral. Là encore, comme dans les sciences physiques, un choix neuf s'impose. En résumé, nous demandons, d'un bout à l'autre, une révision raisonnée des valeurs. La tradition française, incorporée dans un long destin pédagogique, nous est chère. Nous entendons en conserver les biens les plus précieux, son goût de l'humain, son respect de la spontanéité spirituelle et de la liberté, la continuité des formes d'art et de pensée qui sont le climat même de notre esprit. Mais nous savons que, pour lui être vraiment fidèle, elle nous commande elle-même